bonjour tout le monde. On bascule donc sur une table ronde consacrée plutôt à encore d'autres lieux qu'on a brièvement évoqués avec l'exposition des grandes personnes tout à l'heure, mais que sont la galerie et le musée de poche que Pauline va nous présenter un peu plus en détail dans un instant. Je voulais juste vous présenter les intervenants, si je me retrouve dans mes papiers. Donc Antoine Ullmann et Pauline Lamy, qui ont accepté ce défi fou de toutes les questions que je leur ai posées. Donc Pauline est une curieuse d'art et nourrie de visites culturelles dès l'enfance, qui suit des études en histoire de l'art à Rennes puis à Paris. À 22 ans, vous vous rendez compte que vous avez appris beaucoup de choses extrêmement intéressantes, mais pour vous nourrir personnellement et sans trop savoir quoi en faire pour le faire partager à tout le monde. Et donc, pour partager cet amour de l'art, vous intégrez l'école du Louvre pour apprendre la médiation culturelle et devenir passeuse de culture. Sur les conseils avisés et bienveillants de Claire Merleau-Ponty, la fondatrice du musée En Herbe, vous trouvez votre voie pour faire découvrir l'art aux enfants, et c'est ce qui va vous relier vos deux expériences avec Antoine, pour démarrer ensuite, après 3 années d'expérience dans un établissement culturel dédié aux enfants, votre propre projet, donc le musée de poche, un lieu culturel polymorphe dédié à la promotion de l'illustration comme discipline artistique et à l'éducation culturelle et artistique des enfants. Et vous développez en parallèle, c'était ça aussi qui nous intéressait, des missions d'expertise, de formation et de conseil en projet culturel à vocation pédagogique, la scénographie d'exposition jeune public. Donc on va naviguer et relier des choses qu'on a déjà vues ce matin, notamment autour de la scénographie, de l'accrochage et des liens entre plusieurs activités, puisqu'Antoine aussi a plusieurs cordes à son arc. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de ta présentation? Voilà, c'est un peu le bazar dans mes papiers. Alors, si c'est là. Donc toi, tu te consacres à rendre l'histoire de l'art et l'illustration accessible à tous en tant qu'éditeur et galeriste. Depuis 2008, directeur de Dada, donc on avait organisé cette journée d'études en octobre dernier, donc la première revue d'art. Et tu publies des albums du même nom, et tu es également le fondateur des éditions Tichina et directeur de la galerie Robillard dédiée à l'illustration. Sachant que c'est aussi quelque chose que tu enseignes à l'université Bordeaux-Montaigne. Voilà, donc pour démarrer peut-être le plus simple c'est que vous présentiez la galerie Robillard, le musée de poche plus en détail que ce que je viens de faire, pour montrer en quoi ces différentes activités participent d'une valorisation, d'une promotion, d'une exposition de la littérature de jeunesse et peut-être chose qu'on a moins vu ce matin, tout ce qui est médiation et atelier, activités d'atelier aussi dans vos activités. Alors, est-ce qu'on va voir je vais trouver les images. Je crois qu'on ne m'entend pas par contre. 1, 2, tu vois. Alors, non. On va se le prêter. Alors, pour la présentation du musée de poche, donc le musée de poche, c'est une structure qui a 10 ans maintenant, un peu plus de 10 ans. Voilà, donc là vous avez l'aspect extérieur du musée de poche. Donc mon idée était de créer un lieu culturel pour les enfants. Je ne pouvais pas créer un véritable musée, mais je me suis dit un musée de poche c'était tout à fait possible. Donc dans mon expérience précédente, j'avais découvert l'illustration de livres pour enfants. Pendant mes études d'histoire de l'art, on n'étudie pas l'illustration de livres pour enfants, donc ça a été une véritable révélation de voir tout ce qui avait été fait de merveilleux avant et tout ce qui se faisait encore de merveilleux autour de l'illustration jeunesse. Donc j'ai fait un petit saut avant le musée de poche par une association qui s'appelait la Maison des Contes et des Histoires. C'est un lieu qui a disparu, mais c'est un lieu qui mettait bien en valeur l'illustration jeunesse et qui organisait des séances de contes autour des expositions. Voilà, donc j'ai fait ma petite expérience là-bas avant de créer le musée de poche, mais pour dire que quand même je dois aussi beaucoup à ce lieu. Donc l'idée était de jouer avec l'idée qu'on se fait d'un musée voilà, peut-être un peu austère, un peu froid, peut-être même un peu poussiéreux, de faire un musée très accessible. Le sous-titre de musée de poche, c'est musée de proximité. Donc de faire un lieu qui est ouvert sur la rue, qu'on peut fréquenter comme un commerce, voilà, comme une bibliothèque, mais comme une boulangerie aussi. Donc voici l'espace extérieur.
Et je vous ai fait, si tout marche bien, voilà, juste une petite animation pour vous montrer les différentes expositions qui ont jalonné les années du musée de poche. Donc vous avez certainement des noms peut-être qui vont vous dire quelque chose. Ah, il y a un écran noir, ça passe un peu vite. Alors, il faut revenir au... ouais. Donc c'est 53 artistes qui ont exposé au musée de poche. Ah ouais, merci, c'est peut-être aussi ça. Donc voici les noms. Donc mon idée à la base était de donner un peu l'opportunité à des jeunes artistes d'être exposés. Voilà. Puis moi j'étais jeune, donc j'avais envie de travailler avec des jeunes. La première exposée c'est Amélie Fontaine. Donc je ne sais pas si vous connaissez son travail maintenant. Voilà, elle a fait beaucoup de livres et je crois que maintenant son talent n'est plus à démontrer. Maintenant elle fait des expositions au FRAC par exemple dans les Hauts-de-France, en Picardie. Donc voilà, donc il y a des noms plus ou moins connus quand même parce que finalement les rencontres ont fait que j'ai rencontré Philippe Huget par exemple, donc, qui était déjà assez connu à l'époque. Voilà, donc il y a plein de gens au profil différents et qui viennent aussi de maisons d'édition tout à fait différentes. Donc le musée de poche, donc c'est à la fois des expos, des expositions. Donc on essaie, voilà, c'est un petit lieu, hein, comme son nom l'indique évidemment. Donc on essaie de faire des expositions qui sont pas accrochées trop haut, mais c'est pas toujours évident parce que on n'est pas simplement un lieu d'exposition, on est aussi un lieu de vente. Donc il faut faire avec. Donc quand on accueille du public au musée de poche, on n'hésite pas en fait à descendre les cadres, à les désencadrer, à les mettre à proximité des enfants. Voilà, dans ma main, là, vous avez une maquette du musée de poche pour expliquer du coup cette magie de la miniaturisation de ce musée de poche, donc qui est à la fois un lieu d'exposition, mais un lieu d'atelier artistique et aussi une librairie et une boutique. Donc ça fait beaucoup de choses à rentrer dans une poche. Voilà. Mais les enfants adorent cette image de poche. Pour les enfants, c'est vraiment un lieu un peu intime, un peu mystérieux. Donc ça colle tout à fait avec le fait d'avoir quelque chose de proche, de proximité avec les enfants. Donc je vous montre un peu les espaces. Donc pour vous dire que les espaces sont modulables, tout à l'heure on avait des illustrations. Là on se retrouve avec des jeux, des jouets. C'était une exposition qu'on avait fait avec Aurélien Desbas, qui venait de sortir un livre qui s'appelait Cabane aux éditions des Grandes Personnes et qui sortait aussi une collection de jouets chez Moulin Rôti. Donc c'était vraiment l'idée de mettre aussi en valeur toutes les donc l'illustration, mais aussi tout ce qui peut se passer autour d'une image et de sa mise en 3 dimensions avec des magnifiques pièces en bois. Et donc là, dans ces cas-là, on avait installé des étagères, on était plus autour d'une installation en 3D. Donc là, vous me voyez en atelier, pour vous dire qu'il y a des ateliers avec des enfants dès la toute petite enfance, dès 2-3 ans. Et vous avez l'espace d'exposition de la vitrine, en fait, qui s'adapte aussi. Là, c'était vraiment une vitrine qui servait de terrain de jeu, où les enfants pouvaient manipuler eux-mêmes, en fait, les jeux, les jouets. Donc il y avait des petites voitures, des éléments pour créer une ville et une rue commerçante. Donc tout ça, les enfants y avaient accès, c'était des originaux créés spécialement pour l'expo par Aurélien Desbas. Et je vous montre l'autre côté. Donc là, on était dans la partie exposition, librairie, boutique, voilà, tout ça. Et là, c'est la partie atelier, voilà, qui est également modulable parce qu'on a aussi des enfants parfois qui sont plus grands. Donc là, ce sont les tables pour les petits, mais on a parfois des enfants de 10 ans qui viennent, donc il faut changer tout le mobilier. Et je modifie un petit peu tout ça. Donc vous avez encore un espace d'exposition de l'autre côté, mais c'est surtout l'endroit qui est nécessaire pour les ateliers. Voilà, peut-être que je vais laisser la parole à Antoine. Commence déjà ton speech. La galerie Robillard dont je m'occupe aujourd'hui a une assez belle et longue histoire. Elle existe depuis une vingtaine d'années, créée par Jeanne Robillard, d'où le nom de cette galerie qu'on a conservée quand on a pris sa suite il y a bientôt 10 ans maintenant. Elle est partie vers de nouveaux horizons. Pour moi, ça a été la suite de rencontres successives avec le monde de l'illustration. Je viens du monde de l'édition à la base, je m'occupe de la revue Dada, donc une revue d'histoire de l'art, mais qui rend
l'histoire de l'art accessible à tous, et notamment aux enfants, depuis une quinzaine d'années. Et dans la revue Dada, on invite dans chaque numéro un illustrateur, une illustratrice, à donner son regard sur le moment de l'histoire de l'art dont on parle, à travers 3 planches inédites qui sont créées à chaque fois pour la revue. Il y a un premier lien comme ça avec l'illustration qui s'est fait. J'ai créé ensuite, avec Jonathan Bay, les éditions Tichina qui sont consacrées à republier nos romans favoris en les confiant là aussi à des illustrateurs et des illustratrices pour qu'ils en donnent leur interprétation en images, et essayer de faire des romans extrêmement illustrés. Il ne s'agit pas d'avoir quelques planches, quelques cabochons qui viendraient rythmer la lecture, comme dans des romans illustrés qu'on pouvait voir à la fin du 19e siècle, par exemple. On n'arrive toujours pas à mettre le... Non, Et si on arrête l'enregistrement? non, l'enregistrement, ça change rien. Ça, c'est vraiment de parvenir à le faire apparaître. T'as pas la version PowerPoint, t'as que le PDF. Ouais, c'est un peu... Bon, continue, je fais de mon mieux pour y arriver. Vas-y, te laisse pas. Ouais, mais on parle d'image, donc c'est un peu compliqué. Alors, Sinon, on fait pas le partage, David, et on trouvera une solution avec d'accord, l'autre ouais, captation. mais ça marchait pas même sans partage tout à l'heure. Donc regarde, là par exemple, j'ai arrêté le partage, là il n'y a plus de partage. Ouais. Et on a beau... Ah, je ne veux même pas me laisser sortir, annuler. On a beau sortir, et tu vois, alors il n'y a pas une fonction dans ce programme-là, ça peut-être, mode lecture. Ah. Il faut sortir du diaporama PowerPoint. Mais je oui, pense. on n'est pas sorti. J'éteins tout ça, pour l'instant. En tout cas, juste Ouais, sortir du Juste diapo. sortir du diapo. Et alors... Mode lecture, je sais pas ce que je peux faire d'autre, affichage, navigation, mode plein écran. Non, il veut pas non plus. La Galerie Robillard est en tout cas donc dédiée à donner, rendre accessible en fait ce que seuls les illustrateurs, les illustratrices et leurs éditeurs voient à la base, c'est-à-dire ces planches originales, soit des dessins, soit des peintures ou autres, qui sont assez peu montrées sinon, puisqu'on en montre évidemment la reproduction dans le cadre des livres. Et ce qui nous tient à cœur depuis le départ et qu'on essaye de diffuser à travers les différentes actions qu'on mène, c'est de rendre accessible au plus grand nombre ces dessins originaux. On est donc une équipe de 3 personnes. Je travaille avec Pauline Hilla et Laetitia Lemoine depuis de nombreuses années autour de ces différents axes de la galerie. Donc, voilà, la revue Dada, les livres de Tichina dont je vous parlais avant, donc ces romans illustrés pour adultes. Donc. La galerie ne cherche pas à représenter telle ou telle chapelle dans le monde de l'illustration, telle ou telle tendance stylistique ou autre. On cherche plutôt à montrer et incarner toute la variété de l'illustration jeunesse qui est extrêmement foisonnante à travers une 50aine d'artistes avec qui on travaille sur nos différentes actions. On est une galerie, donc oui, avant tout on organise des expositions, vente de ces planches, on a une activité commerciale de vente de dessins originaux, à travers des expositions événementielles qu'on organise 4-5 fois dans l'année. Quand on a pris la suite de Jeanne, on faisait un petit peu un bilan des 10 premières années de la galerie, qui occupait un assez petit espace et qui était du coup assez limité dans les projets d'exposition qu'elle pouvait imaginer. Et les prix des loyers en plus à Paris étant ce qu'ils sont, il y avait voilà, ces doubles questionnements qui nous ont amené à repenser le modèle. On a du coup rapatrié, je dirais, les bureaux de la galerie avec ceux de la maison d'édition, avec ceux de Dada. On reçoit du coup sur rendez-vous les personnes intéressées, les collectionneurs qui veulent acquérir des originaux dans ces locaux-là. Et 4-5 fois dans l'année, on va occuper un espace éphémère qui est à côté de nos bureaux, qui est beaucoup plus grand, qui fait à peu près 150 mètres carrés, pour organiser nos expositions de vente. On a revu un petit peu le fonctionnement. Mais à côté de ce travail de vente d'originaux, qui peut donc se faire aussi sur rendez-vous via un site internet qui présente toutes les planches, à peu près 2000 dessins, peintures des 50 artistes qu'on représente, la moitié du temps à la galerie est dédiée sinon à la conception et à l'itinérance d'expositions clés en main. Donc on a pour la plupart des artistes qu'on représente une exposition qui est composée de planches originales,
d'un certain nombre de supports pédagogiques et ludiques qui contextualisent leur travail, encadrés, clés en main, et qu'on fait itinérer dans tout type de lieux culturels, en France, en Europe et même au-delà, tout au long de l'année. Ça représente à peu près une centaine d'expositions organisées par an dans ce cadre-là. On conçoit par ailleurs des expositions sur mesure pour des institutions culturelles qui nous passent commande de création d'expositions. Donc là, c'est par exemple une exposition sur le thème du cirque dans l'illustration qu'on a fait pour une médiathèque départementale dans le nord de la France, en réunissant l'univers de 3 illustratrices, Albertine, Magali Lehuche et Vanessa Yé. On va parfois coproduire des événements d'ampleur un peu plus grande hors les murs avec des institutions culturelles aussi. C'est un exemple d'une exposition à Taïwan sur l'univers de Rebecca d'Outremer. Et là, c'est assez amusant, j'ai mis cet exemple-là parce que c'est la première fois qu'on rencontrait un établissement de type muséal qui pouvait, le mois d'avant, présenter les chefs-d'œuvre du musée Marmottan dont ils avaient obtenu des prêts auprès du musée Marmottan à Paris, et le mois d'après, organiser une exposition des illustrations originales de Rebecca d'Outremer. Il y a une ouverture et un statut de l'illustration dans le monde culturel qui est vraiment pas le même partout, et on attend encore en France un musée qui serait capable de faire ce genre de choses. Voilà, on organise aussi des workshops d'illustrateurs ou d'illustratrices qui passent donc 3-4 jours avec de plus jeunes illustrateurs à présenter leur métier, leur manière d'appréhender le métier. La galerie, ça a été aussi une collection d'albums avec Thierry Magnier, en coédition avec Thierry Magnier. On avait eu envie d'inverser la manière de concevoir un album jeunesse, où assez souvent, quand il y a auteur et illustrateur, le texte préexiste bien souvent aux images. Cette collection, les décadrés, partait du postulat inverse. On donnait une carte blanche à un illustrateur et une illustratrice sur une thématique de son choix. Donc, par exemple, là, Tom Ogoma avait travaillé sur le thème de la montagne, produisait une série d'une quarantaine de dessins sur ce thème, sans penser encore à une narration bien précise. Et ensuite, on allait voir Thierry Magnier qui confiait ces dessins à un auteur ou une autrice qui pouvait sélectionner ce qu'il voulait, les mettre dans l'ordre qu'il ou elle voulait et écrire son histoire à partir de là. Et donc ça donnait lieu à cette collection d'albums. 4 titres sont disponibles. Et on organise enfin par ailleurs des formations professionnelles autour de l'histoire de l'illustration ou de l'histoire de l'album jeunesse. Voilà un peu pour une présentation de la galerie. Non, si, ça marche un petit peu. Ouais. Donc on a déjà esquissé des éléments dans ce que vous venez de présenter tous les deux, mais ce qui nous intéressait là de creuser un petit peu, c'est qu'on a beaucoup parlé de budget aussi à l'échelle des bibliothèques et des musées ce matin. Là, c'est d'autres types de budget entre votre rémunération ou celle d'une équipe, parce que vous êtes à chaque fois plusieurs, on l'a vu. La rémunération des artistes qui sont exposés ou pas, enfin, comment vous articulez les événements entre les expos dédicaces, les lancements, les ventes, et aussi quand il s'agit de mise en avant avec un éditeur, les différents partenariats financiers pour équilibrer les différentes activités de vos maisons. Alors, pour le musée de poche, comme vous l'avez remarqué, c'est un lieu qui est polymorphe, donc c'est sa force en fait, je pense, parce que avec toutes les crises qu'on a eues dernièrement entre les attentats, le Covid, donc je pense que ça nous a permis de passer un peu entre les gouttes. En fait, ce qui nous fait vivre, ce sont les ateliers artistiques qu'on propose autour des expositions. Donc à chaque fois qu'il y a un atelier pour les enfants, il y a une visite de l'exposition. On a à cœur de bien mettre en valeur le travail de l'illustrateur. Donc nous, en fait, comment on fonctionne, l'artiste n'est pas rémunéré pour son exposition, mais il intervient en fait en atelier. Donc ça permet à l'artiste d'être rémunéré selon le tarif de la charte des auteurs et des illustrateurs. Voilà, on essaie de bien faire les choses. Voilà, après avec l'édition, avec la maison d'édition, c'est somme toute assez simple. Ils sont contents d'avoir un événement organisé autour de leur livre et contents de mettre en valeur aussi l'artiste dont ils essaient de promouvoir le travail. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Nous, en fait, ce qui fait vivre le musée de poche au quotidien, ce sont les ateliers qui ont lieu sur place et même à l'extérieur de nos murs, parce qu'on a toute une activité de médiation qui dépasse l'enceinte du musée de poche. On fait des ateliers artistiques dans les écoles, les centres de loisirs, les centres sociaux. Et on a en fait acquis une certaine expérience aussi en médiation jeune public, voire très jeune public,
parce que dès la naissance du musée de poche, je me suis intéressée aux tout petits, aux bébés même. Et donc on est aussi amené à travailler avec des musées pour créer des ateliers sur mesure pour ce type de public. Donc là on s'éloigne un peu de l'illustration, mais c'est vrai, au quotidien, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est cette dimension-là qui fait vivre le musée de poche et pas les expositions d'illustration. Nous on fait un petit peu de vente, un peu moins que la Galerie Robillard, mais on essaie aussi d'avoir cette possibilité d'offrir, enfin de donner l'opportunité aux personnes qui visitent l'exposition de repartir avec un tirage, souvent, qui est évidemment beaucoup plus accessible qu'un originaux. Voilà, donc ça peut être sous forme de tirage riso, qui est une technique qui permet de faire des tirages à très petit prix. Donc on peut repartir avec une belle image illustrée à 10 €, 15 €, et parfois des choses un peu plus qualitatives, type tirage d'art. Donc là on est plus autour d'une 50aine d'euros. Voilà, les artistes vendent parfois leurs originaux, mais parfois ils ont trop peur de se séparer aussi de leurs pépites. Et puis évidemment ils ont mis tellement de temps à faire ce livre, à faire cette illustration originale, que souvent ce sont des prix voilà, qui approchent parfois 600, 1000 €. Donc c'est pas à la portée de tout le monde, parce que comme le disait Antoine, voilà, il n'y a pas un public, enfin il y a un public d'acheteurs, mais qui n'est pas celui de l'art contemporain ou de la bande dessinée. Très clairement, voilà, l'illustration, ça intéresse beaucoup de gens comme vous, mais voilà, je pense que ça mériterait d'être plus connu. Juste une petite aparté sur le marché de l'art, on va dire. À une époque, Antoine et moi, on avait participé pendant la FIAC à un marché de l'art sur les Champs-Élysées. Et l'idée de ces organisateurs était de faire venir un public de jeunes avec des moyens moins importants que les grands collectionneurs, mais l'idée pour eux était de faire venir un public de jeunes collectionneurs, et voilà, donc ils étaient contents d'avoir des illustrations à vendre avec des tarifs plus modiques. Et ça avait un peu marché, mais finalement l'année d'après on n'était plus invités. Pourtant on était face à des gens qui avaient des moyens exorbitants. Vous voyez les Champs-Élysées au moment de la FIAC, enfin voilà, des ruses, une profusion quand même de bijoux, de fourrures, mais voilà, on venait nous voir en nous disant que c'était très naïf, et que finalement je sais que les illustrations achetées sur mon stand ont fini dans une chambre d'enfants, et que pour eux ça n'avait pas vraiment beaucoup plus de valeur que simplement décorer. Voilà. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. Je te suis complètement là-dessus. Sur l'équilibre économique de la Galerie Robillard, pour répondre à ta question, Hélène, je dirais que ça serait parti quasiment à 50-50 entre l'activité de galerie commerciale de base, donc vente de dessins originaux, et pour l'autre moitié, cette activité d'itinérance, donc de conception d'expositions clés en main qu'on va louer à des lieux culturels. Dans la rétribution des artistes, je dirais que c'est un peu proportionnel au temps qu'on y passe. Donc sur la vente d'originaux, là où nous, je dirais, on y passe beaucoup moins de temps que l'artiste qui a mis du temps pour la créer. On n'est du coup pas sur un mode classique de galerie. La plupart des galeries d'art fonctionnent à peu près en rétribution à 50-50 entre l'artiste et la galerie. C'est souvent ce qui est pratiqué dans le monde de l'art. On est plutôt sur 30% pour la galerie, 70% pour les artistes. Partant du principe qu'en revanche, sur la conception d'exposition, où là on va passer énormément de temps, et avant qu'une exposition qu'on met en itinérance soit amortie, il faut qu'elle ait fait un certain nombre d'itinérances, où là le rapport est grosso modo inverse. Voilà comment on fonctionne, plus après les prestations plus exceptionnelles qu'on va faire de conception d'expo sur mesure, mais qui en fait comprennent en leur sein la vente d'originaux, puisque quand on conçoit une expo voilà, comme celle-ci, sur la thématique du cirque, où il y a une vingtaine de planches originales de 3 artistes, dans le package qui est facturé à l'institution qui nous la commande, plus de la moitié du budget correspond à la vente d'originaux. Donc c'est une autre manière de vendre des originaux. Puis ensuite, il y a tout le travail à la fois technique, d'encadrement, mais aussi de création de supports qui vont accompagner, mettre en valeur le travail de ces artistes, qui là est un travail vraiment fait par nous et qu'on va vendre de cette manière-là. Donc en fait, on est quand même sur un modèle. Il n'y a pas la question de la billetterie qu'on peut avoir dans les musées, on n'en a pas parlé ce matin, mais voilà, les bibliothèques, on n'a pas de billetterie. Il y a quand même des lancements, à la galerie, ça arrive qu'on arrive, il y a des étiquettes rouges presque partout, donc quand même des œuvres qui vont assez vite. Et nous, l'intérêt qu'on a aussi dans les métiers de la conservation, etc., c'est que le fait que vous vendiez des œuvres, ça permet quand même de situer des cotes, de donner des cotes aux artistes
Parce que sinon, nous aussi, on peut revenir sur la question du budget, sur la question des assurances, parce que pour la galerie, vous prévoyez dans l'itinérance l'assurance pour éviter d'avoir des transferts d'assurance de lieu en lieu. C'est la galerie qui assure de clou à clou tout. Donc ça, c'est assez confortable pour les institutions qui accueillent. Mais voilà, quand il faut qu'on fixe des valeurs d'assurance, on n'a pas forcément, si l'auteur, l'artiste en général, ne vend pas ses œuvres, on n'a pas de code sur lesquels s'appuyer, contrairement au monde de l'art. Et c'est souvent objet de tension ou en tout cas de discussion au moment où on monte des expositions. C'est comment est-ce qu'on fixe un prix, une valeur d'assurance aux œuvres. Donc votre travail nous rend service et je veux bien que vous recommentiez cet aspect-là. Je ne sais pas, Pauline, s'il y a comment les riseaux, etc. C'est l'artiste qui choisit le prix de vente, c'est lui qui les fabrique et qui les apporte. Est-ce que alors c'est vous? ça dépend, parfois c'est nous qui fabriquons, parfois c'est eux. Bon, évidemment, les préparations du fichier, etc., c'est l'artiste. Voilà, ça dépend des fois. Parfois les tirages, c'est nous aussi qui avancent, parce que parfois il s'agit d'avancer les frais aussi, de prendre une sorte de risque. Donc dans ces cas-là, c'est plus nous, hein, très clairement. On va pas demander à l'artiste non plus de payer ça en plus. Pour ce qui est de la valeur d'assurance des originaux, ben souvent, voilà, très clairement, même si les originaux ont une valeur sentimentale et qu'il estime qu'il a passé 6 mois sur cette page, et qu'il veut l'assurer pour 2 000 €, ben on le fait, quoi. On va pas assurer à la baisse, parce que souvent en plus ça change pas forcément grand chose au final à la fin quand on a la cotisation d'assurance. Donc on se fie à eux, quoi, à leur travail. Sur la vente, ouais, c'est vrai que je voulais compléter tout à l'heure ce que tu disais sur les acheteurs avec l'exemple de la foire satellite de la FIAC. On a, je dirais, à la galerie, sur le côté commercial, 3 types de visiteurs, clients. Il y a vraiment de base les passionnés du monde de l'illustration, au sens large, qui connaissent très bien le monde de l'édition jeunesse, qui viennent à ces expositions parce qu'ils connaissent le livre avant tout et qui veulent voir les originaux et éventuellement, s'ils le peuvent, s'ils ont les moyens, s'offrir une de ces planches. Donc ça, je dirais, c'est un premier pool de personnes qui viennent. On a quelques collectionneurs, au sens strict, de gens qui ont vraiment les moyens, qui sont souvent d'ailleurs des gens du monde du collectionneur de la bande dessinée, qui s'en sont un peu éloignés avec le fait que le marché de la bande dessinée a explosé depuis une dizaine d'années avec les ventes aux enchères qui ne cessent de succéder. On est vraiment rentré pour les planches de bande dessinée dans une logique spéculative typique du marché de l'art contemporain, ce qui est vraiment pas le cas de l'illustration encore. De temps en temps, ces organisateurs de ventes aux enchères glissent quelques illustrations dans les ventes de BD, mais c'est clairement pas celle qui trouve le plus preneur aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas cette dimension spéculative encore sur la vente d'illustration. Donc on reste sur un marché de passionnés ou d'amateurs, en tout cas, de belles images, qui est quelque chose de plus sain, on trouve, et on sait du coup aussi où vont les planches, et il n'y a pas vraiment de second marché. On ne voit pas réapparaître des illustrations qui ont été vendues sur des ventes aux enchères. C'est encore extrêmement rare, à part sur quelques planches patrimoniales. Et puis après, voilà, il y a juste des amateurs de belles images qui ne connaissent pas forcément le monde de l'édition jeunesse, qui viennent par goût, comme ils iraient voir une exposition X ou Y, et qui viennent dans ces expositions. Donc ça, c'est au niveau du public. Sur les prix, nous, comme il y a cette activité de vente qui est vraiment au cœur quand même, on les définit par rapport aux précédentes expositions, s'il y en a eu de l'artiste, mais bien souvent, comme on va exposer des jeunes illustrateurs ou illustratrices, il n'y a pas forcément de précédents, donc on se base aussi sur ce qu'on connaît de l'état du marché, sur ce qu'on connaît de ce que les gens qui viennent voir ces expositions sont prêts à acheter, et puis on va monter crescendo. Un des bons exemples, c'était par exemple Fanny Ducassé, un peu un récap des types d'artistes qu'on pouvait exposer. À la galerie, on va trouver des expositions de très jeunes illustrateurs et illustratrices, comme Fanny Ducassé, donc il y a l'invitation là qui est en bas à droite, qu'on suit depuis son tout premier album, Louvre, paru aux éditions Terry Magnier en 2015. On avait proposé les planches de cet album, à un prix du coup relativement accessible. On était de mémoire autour de 300-350 €. C'est des dessins extrêmement minutieux, d'un format moyen. Et la quasi-totalité des planches ont été vendues dans cette première exposition. Et comme on travaille vraiment dans la durée avec quasiment tous les artistes représentés à la galerie, à l'exposition suivante, les prix ont monté crescendo et il y a vraiment un travail d'augmentation progressive au gré des expositions et une cote qui s'établit comme ça petit à petit. On va sinon proposer à la galerie, au-delà de ces expositions, de jeunes artistes
des expositions plus rétrospectives. On va croiser vraiment un travail d'une dizaine, quinzaine d'années de carrière, comme par exemple avec Johanna Concejo en haut, ou Albertine qu'on avait exposé en 2019, juste avant d'ailleurs qu'elle ait le prix Andersen, ou des expositions collectives, comme récemment avec les éditions La Partie, émanation de l'ancien label Trapèze d'Alma Michel, et plus récemment une exposition sur laquelle on travaille depuis des années, qui a enfin pu avoir lieu il y a 6 mois, des planches originales de Sasek, que sa fondation a accepté de nous prêter. Donc on avait 80 originaux parmi les rares planches survivantes, en fait, parce que la plupart de ces originaux ont un peu disparu dans la nature au gré de ces déménagements successifs. Et donc la fondation à Prague en possède encore entre 200 et 300, ce qui est extrêmement peu à l'échelle de tout ce qu'il a produit. Et on a pu en présenter un petit tiers à Paris. Donc là, ce n'était pas une expo-vente, parce qu'évidemment, ces planches patrimoniales n'étaient pas en vente, mais on a obtenu de la part de la Fondation une licence pour faire des tirages d'art en série limitée. Et justement, est-ce qu'on peut basculer sur la question des publics? Parce qu'au musée de poche, on a vu que les ateliers, c'était un bon bout de l'activité, en tout cas sur le côté économique. À la galerie, c'est quand même plus des collectionneurs et des acheteurs, et plutôt des adultes. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos publics et du coup de ce que ça change en termes de scénographie? On basculera plus en avant sur des questions de scénographie après, mais sur les hauteurs d'accrochage qu'on a un peu esquissé ce matin, est-ce que ça change quelque chose? Notamment, il me semble, pour Antoine, entre ce qui se passe à la galerie et les expos qui sont conçus en itinérance hors les murs. Oui, effectivement. À la galerie, comme on est vraiment dans une démarche de galerie commerciale, je dirais, évidemment, c'est les adultes qui achètent, donc on est sur un accrochage plutôt standard, à hauteur d'adulte, pour qu'ils puissent profiter pleinement des images, s'y plonger, avoir envie de les acquérir. Quand on part sur l'activité plus d'exposition en itinérance, on va avoir, je peux avoir une ou deux photos. Comme c'est en itinérance, c'est extrêmement dépendant du lieu qui va l'accueillir. Et comme on conçoit ces expositions pour que ça soit vraiment clé en main, parce qu'on s'adresse à des structures qui n'ont pas les moyens de monter leur propre projet. On a eu ce matin des très belles présentations de la part de structures publiques qui ont les moyens humains et ou financiers pour monter leur propre projet. Donc c'est évidemment pas elles qui vont louer, accueillir nos expositions. Donc on va plus être sur des médiathèques de taille moyenne. Les plus petites n'ont vraiment pas ni les moyens humains, le temps, ni le budget pour accueillir des expos. Les plus grosses font les leurs. Donc on est, je dirais, sur celles qui sont entre les deux. Et donc là, elles sont conçues pour pouvoir s'adapter à différents lieux. Donc on va être de la petite médiathèque qui n'a que des grilles et qui va du coup moduler l'exposition comme on voit là, ça sur des grilles, ou même exposer sans avoir des grilles au sein d'un espace lecture, et où là les images retrouvent leur place au milieu des livres dont elles sont issues, à des lieux qui ont plus de place, qui ont même parfois des salles d'exposition, où là l'exposition peut se déployer avec plus d'espace, où on peut apporter des éléments de scénographie complémentaires. Donc il y a... Voilà, et la hauteur du coup d'accrochage va être modulée par rapport à ça aussi. Et après, dans les outils de médiation, on va nous en créer vraiment pour le double public. Donc il va y avoir des panneaux, si je remonte un peu dans le contenu type d'une exposition itinérante, on a donc évidemment une sélection d'une trentaine généralement d'illustrations originales. On va avoir un certain nombre de grands kakémonos. C'est dur de se rendre compte là, mais j'avais pas de belles photos en situation pour vous montrer, mais c'est vraiment des kakémonos très longs qui font plus de 2 mètres de haut. Donc la lecture est assez aisée, contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on les voit là tout tassés, qui donnent vraiment des informations sur les conditions de travail de ces artistes, comment ils produisent leurs images, quelles sont les thématiques charriées par leurs images et comment on peut les mettre en résonance avec des influences qu'ils ont pu avoir, quelles sont les étapes de création. En plus là, quand on est sur de la gravure, c'est techniquement assez intéressant à détailler pour les enfants. Donc on va vraiment montrer des premières recherches de croquis, à la taille vraiment des planches, puis à leur ancrage, pour ensuite faire ces petits tirages d'art en gravure. Donc tout ça, c'est effectivement des contenus qui vont s'adresser plus à un public adolescent ou adulte, ou avec l'intermédiaire d'un adulte, à des enfants qui vont pouvoir, les adultes vont pouvoir leur vulgariser. Mais on crée aussi toujours un certain nombre de dispositifs pour que les plus jeunes enfants, dès 7-8 ans, puissent s'emparer de l'exposition. Donc il n'y a pas toujours des petits livrets comme ça de visite faciles à photocopier pour les médiathèques ou les structures culturelles qui accueillent nos expositions. Donc elles peuvent les photocopier, les mettre à disposition des enfants qui vont du coup pouvoir découvrir l'exposition en autonomie avec ce petit livret jeu comme guide.
Et puis un certain nombre de supports annexes, je dirais, des jeux de coloriage, des jeux de mémoire, qui leur permettent de s'emparer des formes exposées sous un côté un petit peu plus ludique, voire des jeux d'artistes, mais on s'en détaillera peut-être un peu plus tard. Alors pour ce qui est du musée de poche, donc au musée de poche on est un peu restreint par la place, donc comme on a vu tout à l'heure, merci. Je sais pas ce que tu veux. Donc effectivement vous voyez on ne peut pas descendre beaucoup plus les illustrations parce qu'en dessous il y a les livres à vendre, donc on doit faire des concessions et comme je vous disais tout à l'heure on n'hésite pas à décrocher les œuvres et à les mettre vraiment sous le nez des enfants. De l'autre côté, alors, hop. Vous avez ce meuble là au fond qui est un meuble avec des vitrines, donc c'est un peu la vitrine pédagogique du musée de poche. On met des crayonnés, on met des croquis, on met les outils de l'artiste. Voilà, l'idée étant de reconstituer un petit peu son atelier, ses recherches, etc. Voilà. Mais au musée de poche, on fait aussi des expositions à l'extérieur de nos murs. Voilà, on a été invité notamment par le festival de BD de Colomiers, qui est assez réputé. Ils font une exposition jeune public là-bas et pendant 2 années consécutives, on a été invité là-bas. Et donc là, c'était l'opportunité pour nous de faire des choses en grand et de faire des choses encore plus adaptées aux tout petits. On n'était pas limité par l'espace parisien. En 2018, on avait à Colomiers, ils avaient apprécié, enfin ils sont venus vers nous parce qu'ils apprécient notre ligne artistique. Ils avaient aimé le travail de Bastien Contraire et d'Annabelle Buxton qu'on venait d'exposer au musée de poche. Donc ils nous ont lancé un peu un défi de mélanger leurs 2 univers dans leur centre d'art qui est aussi une médiathèque donc à Colomiers, près de Toulouse. À ce moment-là, Bastien Contraire venait de sortir un livre qui s'appelle Les Intrus Aliments. Et Annabelle Buxton sortait un livre qui qui se terminait en tout cas dans une fête foraine. Donc on s'est dit qu'on allait parler de nourriture. Souvent tout le monde trouve ça plutôt sensationnel, la nourriture. Donc on va faire quelque chose de fédérateur autour de la nourriture. Donc Annabelle Buxton, on s'est retrouvés à 3 en fait. Donc c'était un partenariat, le musée de poche et les 2 artistes. Donc là, si on parle de dessous, on a partagé en 3. Les choses. Donc eux, évidemment, plus au dessin, au design graphique, et le musée de poche, plus la partie gestion de projet, on va dire, les devis, le budget, la communication avec l'institution là-bas, et puis aussi l'écriture de texte, et aussi parfois la conception un peu plus en détail dans la médiation jeune public et des outils de médiation proposés. Donc là, vous avez une roue qui avait été fabriquée par Annabelle Buxton, donc qui tournait, qui faisait aussi de la lumière, et on retrouvait les petits personnages qui sont dans son livre Tom et To. Et derrière, vous avez tout un mur avec les illustrations originales d'Annabelle. Ce côté-là, vous avez une frise jeu. Donc on avait, comme c'était la fête foraine, il y avait la possibilité d'envoyer des donuts et de gagner des points. Pendant le temps du festival, il y avait une machine à barbe à papa aussi qui était dans cet espace. Donc c'était somme toute un peu merveilleux. Pour vous montrer la suite. Donc il y avait une très grande bâche aussi, qui prenait vraiment tout un mur énorme de l'exposition où il y avait des détails aimantés à venir superposer sur l'image. Et il y avait une table lumineuse qui nous permettait de comprendre le processus créatif de l'artiste. Donc Annabelle Buxton, en fait, elle travaille sur du rhodoïde, sur des feuilles de plastique. Donc elle superpose des couches de peinture qu'elle est vide et puis elle remet de la peinture. Donc il y a un côté un peu vitrail et c'est assez merveilleux de pouvoir l'observer sous une table lumineuse. Et ce qui était intéressant dans ce type de projet-là, c'était de vivre ça avec les artistes, donc de concevoir cette expo ensemble et aussi de l'animer ensemble parce qu'on était amenés à faire de la médiation. Donc moi je m'occupais plus de ce qui était visite de la galerie parce que pour les artistes c'est quand même pas évident de parler devant leurs œuvres de leur travail. Donc c'était bien que moi je fasse cette partie-là. Et derrière, des ateliers artistiques étaient organisés. Donc ça c'était la partie Bastien Contraire autour de son livre Les Intrus Aliments. Donc Bastien Contraire est un artiste qui travaille le pochoir. Donc dans ce livre, c'est assez subtil, il faut chercher l'intrus. Mais en fait, il y a vraiment une promiscuité des formes et avec cette bichromie du rose et du vert, en fait, notre œil ne distingue pas vraiment bien les images. Donc il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour trouver
l'intrus. Donc c'était un dispositif assez important parce que voilà, le hall de ce centre d'art médiathèque était assez imposant. Donc on a des originaux parce que avec la technique de pochoir, il est quand même, somme toute, assez simple de refaire des originaux. Donc les enfants avaient les originaux des intrus et l'artiste avait confectionné une dinette en fait sur du médium, sur du bois, où il était venu directement intervenir avec ses pochoirs. Donc là encore, les enfants avaient la possibilité de manipuler des originaux, des multiples, et de jouer avec les images. Donc soit sur cette table, ils pouvaient s'amuser à reconstituer une planche avec des intrus, ou à faire semblant de manger une saucisse, ou faire semblant de manger un parapluie à la place d'une sucette par exemple, parce que c'est vraiment un jeu de cet ordre-là. Donc je vous montre juste les artistes en médiation. Donc voilà, moi en visite, et puis l'artiste Bastien Contraire. Donc on était tous équipés d'une magnifique toque de chef, voilà. Donc l'idée étant aussi de jouer, de se mettre à l'échelle des enfants. Tous les enfants avaient aussi une toque d'artiste, et Bastien Contraire a fait un livre reprenant ses pochoirs, et donc des formes très simples, mais pour faire des hamburgers, des hot dogs et tout ça. C'était très intéressant. Je vous montre juste un autre aspect. Donc l'année d'après, on a travaillé avec Sarah Chevaux autour de son livre La marelle à doigts chez Thierry Magnier. Donc c'est un livre qui est tout petit en fait, où il faut faire un jeu de marelle avec ses doigts, donc sauter, sursauter. Donc là on a eu la possibilité de le faire en grand, avec ces grandes dalles de linoléum. Donc elle a poussé le jeu un peu plus loin en mettant des verbes en fait sur les dalles de linoléum, du type nager, voler. Donc les enfants se prenaient au jeu, et au sein de cette médiathèque, c'était comme une sorte de parcours de motricité, entouré de livres. Il y a une petite vidéo pour vous montrer. Alors attendez, je sais pas comment, peut-être juste. Normalement on l'a vu. Juste pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Donc il y avait quand même des gens qui essaient de travailler tout autour, et ces enfants. Donc il y a les originaux qui sont sous vitrine, là, il y a un panneau de texte, et puis ces enfants qui font ce petit parcours de motricité. Le tout se terminant derrière cet arc-en-ciel, voilà, comme toute marelle normale. Donc derrière, il y avait un piano à pied, voilà, et un linoléum qui faisait aussi piste de danse. Donc on terminait par chanter à tue-tête et danser comme des petits fous. C'est comme ça qu'on terminait cette visite d'expo. Donc c'était vraiment important aussi pour nous de concevoir, d'être là dès l'idée, et de voir la réception avec les enfants. Est-ce qu'il y avait des adultes qui nageaient, volaient, etc. Parce que c'est ça qui faisait en vidéo en vrai. Effectivement, l'intérêt de tout ça, c'est que les adultes se lâchent un peu, et puis retrouvent un peu leur âme d'enfant. Bon, là, ce sont des enseignants et des accompagnateurs. Je suis pas sûre que c'était le bon moment, mais peut-être, je pense que comme c'est un festival jeune avec des gens qui font de la BD, j'espère qu'il y en a quand même pendant le week-end qui se sont un peu amusés. C'est quand même un moment festif. Est-ce que peut-être tu peux nous parler, Pauline, des modules vraiment qu'on a pu apercevoir un petit peu ce matin, scénographiés vraiment qui reprennent les univers du livre, et où là on est vraiment sur des publics encore plus petits, avec un côté ludique qui n'est pas dans la manipulation plastique, mais qui est dans l'appropriation sensorielle, un peu ce qu'on avait sur Michel Dauphren ce matin, peut-être pour développer un petit peu cette partie scénographie. Oui, alors d'autres projets faits par le musée de poche, donc avec le Val-de-Marne. Donc le Val-de-Marne a un dispositif qui s'appelle Un livre pour grandir. Donc ils offrent chaque année à chaque nouveau-né un album jeunesse. Donc c'est assez incroyable, c'est 30 000 exemplaires vendus, c'est une bourse pour l'auteur-illustrateur, et c'est aussi une exposition qui est créée autour du livre. Et cette exposition, elle voyage gratuitement dans les médiathèques, les PMI, les crèches. Donc le musée de poche avait remporté, donc c'était un appel d'offres. Donc c'était un projet que j'avais conçu au début, et puis il est choisi ou non par le Val-de-Marne. Je sais que donc là c'était avec Béatrice Chalemania, donc évidemment l'autrice avait lu le projet, et elle l'avait aussi choisi. Donc là c'est encore un travail différent, parce que l'artiste était un peu hors
hors concertation, on va dire, enfin si quand même, mais elle l'avait validé, mais après je devais un peu me débrouiller seule. Donc malheureusement, j'ai pas toutes les casquettes, enfin je pense que tu rebondiras là-dessus, Antoine. Voilà, je ne fais pas de menuiserie, je ne suis pas designeuse, je n'arrive pas à concevoir en 3D des choses. J'aimerais bien faire tout ça, mais non. Donc là, je m'étais appuyée d'un designer, donc qui pouvait à la fois voilà, faire du mobilier, mais aussi faire du graphisme. Donc c'était vraiment voilà, la personne pivot pour ce projet. Donc il était cohérent là de faire une exposition qui s'adresse à des très jeunes enfants, étant donné que c'est un livre qui est offert aux nouveau-nés. Voilà, il faut être un peu cohérent. Il faut imaginer que cet enfant qui a reçu le livre va visiter cette exposition. Donc on est plutôt sur une exposition pour les 0-6 ans. Donc il y a quand même un panneau informatif pour plus à destination des parents, mais l'idée étant de faire quelque chose d'un peu immersif finalement. Donc on retrouve les illustrations de Beatrice Alemania qui se reproduit en grand. Je ne sais pas si vous voyez ce livre, l'image s'anime avec une feuille de calque. Donc là, à la place de la feuille de calque, il y avait tout simplement une feuille de plexiglas sur laquelle était gravé en fait le petit personnage ou le petit élément qui permet de bouger en fait l'image. Donc l'enfant, voilà, c'est comme s'il manipulait finalement un livre géant. Il y avait aussi donc ce livre sur le changement, c'est à la fois c'est à la fois les changements d'humeur, les émotions, la tristesse, les idées noires, mais c'est aussi les changements physiques. Donc là, par exemple, vous avez les dents qui tombent. Donc les enfants pouvaient s'amuser à remettre et enlever les dents qui tombent. Ici, vous avez une table à dessiner pour dessiner des poux. Et il y avait une petite brosse anti-poux qui faisait disparaître miraculeusement les poux. Il y avait un dispositif numérique, à ce moment-là le Val-de-Marne était assez pro-numérique, donc on avait un grand écran avec un dispositif Kinect donc, qui permet d'identifier en fait une silhouette d'homme ou d'enfant et ils pouvaient directement interagir dans l'image et l'animer. Donc là c'était la pluie, donc les enfants pouvaient chasser la pluie avec leurs mains ou se faire un parapluie en faisant un arc de cercle au-dessus de la tête. Voilà, et sinon je crois que... Ah oui, et puis on a recommencé l'expérience cette année avec un autre projet avec le Val-de-Marne. Donc j'ai une petite vidéo qui va peut-être vous donner une idée plus précise de tout ça, si ça... Je crois qu'il faut... Ouais. Je sais pas s'il y a du son. Est-ce qu'on a du son? Si jamais il y a du son, ça peut être... Attends. Merci, c'est gentil. Merci, c'est parfait. Petit livre, des grandes choses. Petit livre, des grandes choses. Le chien, la louche, la botte, le potillon. La machine à laver, l'arbre, la table, le lavabo. La louche, la botte, la table. Donc voici le dernier projet fait pour le Val-de-Marne en novembre dernier, autour du livre de Sophie Vissière, Le petit livre des grandes choses. Donc c'est tellement merveilleux le Val-de-Marne qu'il y a même la bande originale de l'exposition avec la petite musique que vous avez entendue. Autour du dispositif où il y a l'arbre, voilà, les enfants ont la possibilité de s'allonger et d'écouter cette petite ritournelle très entêtante. Donc voilà ce livre qui joue sur la vision qu'a un enfant. Donc ce sont des visions en contre-plongée pour nous montrer que les enfants ont une vision
différente du monde par rapport à ce que nous voyons. Donc l'idée était de faire quelque chose vraiment très adapté pour le coup à l'échelle d'un enfant, mais aussi avec des jeux d'échelle, notamment ce potiron qui est complètement géant quand même par rapport à cette table. Donc il y avait, vous voyez au centre en fait la vitrine de l'artiste, un jeu de dinette là encore, voilà, parce qu'on est dans la maison, on est dans l'espace de la maison. Donc c'est vraiment un imagier, donc on retrouve les éléments du petit déjeuner, tout ce qui fait le quotidien finalement d'un tout petit. Donc vous avez cette machine à laver que les enfants peuvent remplir et activer eux-mêmes. Et vous avez des originaux, ce que vous avez sur les murs, ce sont des originaux de Sophie Vissière. Il ne faut pas oublier quand même qu'on est là aussi pour montrer les illustrations. Les enfants ont la possibilité d'inventer une recette de potiron aussi, vous voyez, accrochée. Donc il y a des crayons de couleur qui sont à disposition. On peut partager ces bonnes recettes de potiron ou en inventer d'autres. Donc vous avez cet espace un peu cocooning où on peut écouter la musique, lire des histoires, mais aussi faire de la motricité si on veut. On s'adresse quand même à des enfants qui viennent de découvrir la marche souvent, donc c'est bien aussi qu'ils puissent un peu se dépenser comme on se dépense dans un véritable parc. Donc pour nous c'était important d'avoir cet aspect-là aussi, puis cet aspect aussi sensoriel, d'avoir la matérialité abordée de différentes manières avec du bois, ici de la mousse. Il y a aussi des éléments en scratch que les enfants peuvent s'amuser à enlever, à replacer ailleurs. Et puis le troisième univers, c'est la crèche en fait. On reprend l'univers de la crèche avec cette bibliothèque qui parle de mini-livres et de max-livres. Je pense que vous allez reconnaître facilement certains titres hyper connus. Et voilà, la mise à disposition de jeux de construction et de pochoirs pour que les enfants aussi très facilement créent. Voilà. Et puis le memory qui est quand même un classique, mais qui fonctionne toujours bien pour les enfants, pour leur donner envie de s'arrêter longuement sur une image. Merci Pauline sur cet exemple qui synthétise un peu tout plein de questions qu'on n'a pas forcément évoquées parce que je vois que le temps file très très vite. Est-ce qu'Antoine, tu as quelque chose à compléter, notamment sur le côté multicasquette et construction dont parlait Pauline et tout le petit carnet d'adresses qu'il faut toujours avoir avec soi. Il y a la trousse à outils et le couteau suisse, mais il y a aussi le carnet d'adresses avec la personne qui est couteau suisse. Est-ce que c'est des compagnonnages récurrents? Est-ce que ça change à chaque projet? Est-ce que... Oui, c'est clair, on essaye de faire un maximum de choses, nous, dans la limite du possible. Donc, tout ce qui relève du travail de base de galerie, d'encadrement, de Marie-Louise Passepartout, on a les machines qu'il faut et on essaye de le faire nous, on le fait nous. Voilà, aussi pour des questions budgétaires, parce que sur tous ces projets, les budgets sont jamais délirants, et donc voilà, on va un peu à la chasse au coût, et donc plus on fait nous-mêmes, mieux on s'en sort. Mais il y a évidemment des limites, et nous-mêmes, on n'est pas designer ni créateur d'objets, donc quand on le fait, nous on va avoir tendance le plus souvent à le faire avec les artistes eux-mêmes qui vont... En tout cas, quand on développe ce genre de choses, c'est parce que les artistes eux-mêmes se sentent la possibilité de le faire. Sur l'exemple là, de l'exposition d'Olivier Filippono et Raphaël Njari, par exemple, il y a eu la création d'un jeu de memory, mais un peu plus élaboré que ce qu'on ferait d'habitude, qui est un vrai jeu d'artistes en bois, qui reprenant des détails de leurs illustrations.